Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Cinquième Mur, votre émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir le cinéma à travers nos yeux passionnés et remplis d'amour pour lui. J'espère que vous allez bien, et je suis accompagné de l'équipe. Bonjour Ben. Salut Thibaut. Bonjour Jean. Salut Thibaut. Bonjour Charles. Salut Thibaut. Et enfin bonjour Marvin. Eh bien le bonjour. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un petit mois d'avril tranquille. Ouais. Ah, le taf, tu connais. Ah bah... Le monde professionnel, hein. C'est ça, la vie elle est si douce maintenant. Est-ce que vous avez pu faire des petites découvertes pendant ce mois d'avril du coup? Moi typiquement, ouais, carrément, déjà une petite redécouverte du coup par rapport à un comics que j'avais lu et qui a été adapté par Amazon. Vous regarderez sur Instagram, on a fait une petite review donc d'Invincible. Et sinon, on a aussi Yusuke, qui est un samouraï noir, du coup, qui évolue au Japon, et dont ils ont fait une série Netflix, qui est plutôt pas mal aussi, je vous conseille. Voilà, pour ma part. Ok, très bien. Et toi Jean alors? Alors moi ça va être une chaîne YouTube et sur le cinéma qui s'appelle Calmos. Et ils ont un format qui s'appelle Rigolo. Et ils analysent les films d'humour. Et ils analysent pourquoi c'est drôle, etc. C'est très très bien référencé. C'est une petite chaîne, ils ont que 9 vidéos. Ça se consomme très bien. Par contre c'est un format un peu long, c'est une vingtaine de minutes. Donc, Ok, voilà. ok. On ira check ça alors. Et toi Charles, qu'est-ce que t'as découvert cette semaine? Moi c'est surtout grâce à toi, Tokyo Revengers, c'est un anime, parce que je suis un weebs donc je parle que d'anime. mais Tokyo Revengers, j'ai bien aimé du coup, merci pour la reco. Ça me J'espère fait plaisir. de pas te l'avoir volé. Non, il y a aucun problème. Marvin, toi, qu'est-ce que tu as découvert? Redécouvert plutôt. Je me suis refait The Social Network, moi, parce que j'en avais envie. J'avais écouté le podcast de 2 heures de perdu dessus qui disait que c'était très très long et j'avais pas souvenir que c'était très très long et ça m'avait plutôt intéressé. Et au final, Moi, je est-ce que connaissais c'est pas très, du très long? coup. Non, franchement, c'est bien. Et moi, c'est une The Panda qui m'avait aguiché avec Aaron Sorkin, le mec qui avait du coup scénarisé ce film-là. Et j'avais appris aussi par le passé que c'est le mec qui avait scénarisé Job, que j'avais pas forcément aimé en tant que film, mais au niveau du scénario, c'était bien bien cool. Donc ça m'a donné envie de le revoir. Du coup, je me le suis refait et c'est vraiment pas mal, en vrai. C'est Fincher, c'est propre. J'ai un peu du mal avec le filtre de couleur, enfin la colorimétrie du film, par la première fois que je l'ai vu. Mais ça m'a rappelé que Jesse Eisenberg était monumental et qu'Andrew Garfield aussi. Et je me suis dit, c'est étrange quand même, Justin Timberlake un acteur aussi. Mais sinon, c'était sympa, quoi. Et toi, Thibaut? Très bien. Moi, je vais faire une reco grâce à Charles. Je me suis enfilé... mince, oh là là, Demon Slayer. Le film qui est sorti, là, Mugen Train. Et très sympathique, l'animation, Ufotable, toujours au top. Du coup, si vous aimez le manga, n'hésitez pas, foncez dessus. En Voilà. plus on vous en a parlé sur Facebook Oui. cette semaine. Voilà. Effectivement. Mais on n'est pas là, pour parler d'animation japonaise aujourd'hui. On va parler de Prisoners. Et pour parler de Prisoners, je vous propose de se mettre dans l'ambiance avec la BO du film.
Du coup, Prisoners, film sorti le 9 octobre 2013, donc ça commence un petit peu à remonter maintenant, qui a été réalisé par notre bien-aimé Denis Villeneuve. Et à la musique, nous avons Johan Johansson, Johan, je sais plus exactement comment on le prononce. Ouais, non, la prononciation doit être un peu galère, mais... Un peu hasardeuse de mon côté, comme d'habitude, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Le film qui a été un succès, hein, puisqu'il a eu un budget de 46 millions de dollars et il a rapporté au box-office 122 millions. C'est exact. Au niveau de ses acteurs, on a deux grandes têtes à l'affiche, puisqu'on a Hugh Jackman qui campe le rôle de Keller Dover, et le second est Jack Gyllenhaal qui va jouer le détective Loki. Pour résumer un petit peu le film, donc on suit l'histoire de Monsieur Dover, effectivement, qui est parent de 2 enfants, et qui se rend avec sa femme et ses enfants chez des amis pour partager un petit repas, tranquillement, tout se passe bien, vous connaissez ce genre de vie. Malheureusement, un incident va survenir au milieu de ces 2 familles, et Monsieur Dover va devoir l'affronter, quoi, tout simplement. On vous en dit pas plus, histoire de ne pas vous spoil, si vous voulez vraiment découvrir le film. À partir de maintenant, si vous ne voulez vraiment rien savoir du film, que vous voulez tout découvrir, comme d'habitude, on vous invite à quitter le podcast et aller regarder le film pour après revenir nous voir, pour qu'on puisse justement parler des différents thèmes qu'on a pu sortir du film afin de pouvoir échanger avec vous. Le premier thème qui nous paraît important, c'est Denis Villeneuve, donc le réalisateur de ce film, qui est quand même quelqu'un qui est plutôt connu aujourd'hui, mais qui ne l'était pas forcément à l'époque. Marvin, tu vas pouvoir justement nous en dire plus. Ouais, c'était pas son coup d'essai, mais il a été découvert plus ou moins, je pense, à l'international, même si probablement d'autres personnes l'ont connu avant. Prisoners avec Incendie ou Polytechnique, qui avait quand même fait du bruit. Hein. C'est sa 5e réalisation, Prisoners, en 2013. Et c'est vrai que pour moi, et pour comme beaucoup, je pense, dans le groupe, c'est l'un des réels les plus connus maintenant. Et on fait pas d'habitude toujours la biographie, on parle pas trop du réel avant d'entamer le podcast, mais là c'est important parce qu'en l'occurrence il y a un gros film de lui qui va arriver et on s'est dit que ça serait marrant de questionner le culte, et ça je laisserai la parole à Jean une fois que j'ai fini de parler de Denis Villeneuve. Et c'est vrai que c'est quelqu'un maintenant qui est pas mal attendu au tournant, même si moi je pensais que pour son âge il avait plus de films que ça. J'avais regardé quelques-uns de ses films, je m'attendais pas à une... Enfin, je dis pas que la carrière est courte, mais je pense qu'il fait plutôt des choix vraiment précis sur les scénarios et les films qu'il souhaite diriger. Et ça se voit par le nombre de films qu'il a pour l'instant, ça fait 2, 4, il en a une petite dizaine, on espère on touche du bois, qu'il fera une trilogie d'une, hein, qu'on attend de pied ferme fin d'année. Donc ouais, Denis Villeneuve, c'est quelqu'un maintenant qui est très connu, et on le connaît encore plus depuis 2017 grâce à la suite, je sais pas si j'allais dire légendaire, mais je vais dire culte pour embrancher sur la thématique de Jean, avec le légendaire ou culte Blade Runner de Ridley Scott en 1982, qui est un film de science-fiction très connu, qui a influencé et qui a même à l'origine, plus ou moins avec d'autres éléments culturels de la mouvance cyberpunk. Donc c'est pas n'importe qui. Il y a un fait rigolo que je savais pas, que j'ai découvert en me documentant sur Denis Villeneuve, c'est qu'il a aussi un frère réalisateur qui est très peu connu, et qui a 1 ou 2 films à son actif, qui fait surtout des conférences, qui est aussi ingénieur, qui fait pas mal d'autres trucs. Et c'est marrant cette comparaison parce que Ridley Scott a aussi un frère, donc c'est marrant que les deux aient réalisé du coup un épisode de Blade Runner chacun, pardon. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour du monsieur. Je peux que vous conseiller toute sa filmo, moi j'en ai regardé quelques-uns, dans le groupe on est plusieurs à en avoir vu quelques-uns du monsieur, et on peut que vous les conseiller. Tout à l'heure Thibaut a écorché le nom sans le faire exprès, il a déjà bien prononcé du compositeur islandais, moi je vais pas m'amuser à le refaire, parce que le nom est un peu compliqué. Et on vous conseille aussi du coup sa musique. Donc je pense qu'on peut passer maintenant au statut culte. Oui, tout à fait. Et la question que je me suis posée et que je vais vous poser les gars, c'est comment on peut définir un film culte ? Et en fait cette question elle a déjà été posée dans le cadre du premier festival de films cultes qui a eu lieu en 2008 en France, et ils ont posé cette question à 3 cinéastes: Bertrand Blier, peut-être que j'écorche son nom de famille, désolé. Pas de souci. Yann Kounen, ou Kounan. C'est ça. Voilà, je suis désolé les gars, encore une deuxième fois. Et enfin notre favori, notre nono national, Gaspard Noé. Ouais.
Et ça a été. En fait, ils ont participé à 2 débats qui ont duré assez longtemps pour essayer de définir le culte. Et finalement, ils sont arrivés un petit peu à cette définition. C'est que souvent, euh, c'est, on rencontre un film culte quand il sort, il est trop novateur en fait pour trouver le succès directement dès sa sortie. Et que ça divise les spectateurs et que généralement il va plaire qu'à une petite partie de ces spectateurs, on va dire les cinéphiles. Et en fait, c'est avec le temps que le film va être apprécié par le plus grand public et qu'au final, au bout d'une petite dizaine d'années, voire un petit peu plus, euh, qu'il a été vu par beaucoup de gens, et ben on arrive à ce moment-là, on peut se dire, ok, est-ce que ce film a marqué son époque, est-ce que c'est un classique. Et on regarde donc le statut du film. Donc maintenant les gars, je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que Prisoners est un film culte? Hum, hum, hum. La question est compliquée en vrai. Hein. Qui veut jouer le jeu en premier? Oh bah vas-y Marvin, on t'écoute. On en discutait en off, et moi, je dirais qu'il y a déjà des éléments qui font que c'est le cas. Enfin, l'élément principal, c'est que ça a lancé Denis Villeneuve vraiment à l'international pour tout le monde, dont les gens qui allaient au cinéma vraiment que quelques fois par an. Donc déjà, c'est un élément. Et je pense qu'il y a un élément qui va contre cette règle-là, c'est que pour moi, il est quand même trop récent pour qu'on décide qu'il soit vraiment culte. Après, je pense que le temps nous dira si c'est le cas ou pas, mais ça rentre typiquement dans ce que disait Jean, et la comparaison est bonne. Je parlais de Blade Runner juste avant, parce que lui, il a réalisé la suite de Blade Runner, et Blade Runner, justement, il est devenu culte, et je pense que ça s'appliquera aussi à 2049, et c'est des statuts qui s'appliquent pas mal à des films de science-fiction, et ou policiers. Après, vous reviendrez, Ben et Thibaut, sur les films d'enquête, donc c'est très bien, mais je pense qu'on peut dire qu'il y a des éléments qui concordent. Et ça peut être le cas pour d'autres réalisateurs, typiquement Gaspard Noé, que certains apprécient, certains n'aiment pas dans le groupe. Ça peut être le cas aussi. Et toi, ton avis, Thibaut, en parlant de Gaspard Noé et de culte? Alors moi je vais d'abord parler de Denis Villeneuve parce que c'est lui qui m'intéresse. Mais non, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. En fait, je suis partagé entre les deux. Disons que c'est devenu un film culte pour moi, de mon point de vue de cinéphile entre grosses guillemets, mais après est-ce qu'on peut parler de culte vraiment dans le monde ou je sais pas dans le sujet des films d'enquête, je ne sais pas, parce que le truc c'est que comme t'as dit c'est ce qui l'a lancé dans le monde, donc enfin ce qui l'a fait reconnaître on va dire plutôt, et moi c'est vraiment avec ce film que j'ai pu voir en fait ce qu'il essayait de me transmettre justement dans ses images, enfin j'ai eu peur d'un arbre avec lui quand même. Je sais pas s'il voyait, mais dans le film, il y a un plan sur un arbre pendant une dizaine de secondes, avec une tension qui monte, et vraiment, moi, il m'a un peu terrifié ce plan. Enfin bon, c'est vraiment pour dire que voilà, il a sa patte, et c'est avec ce film que j'ai vraiment compris que il a son univers et qui nous fait rentrer dedans, quoi, vibrer. Donc, oui et non. Voilà. Ok. Je me mouille pas. Moi, en vrai, je dirais non. Je dirais non parce que, bah, déjà, tout simplement parce que, comme elle a dit Marvin, c'est beaucoup trop récent. Et moi aussi, dans ma tête, en fait, quand j'entends film culte, genre, c'est surtout établi par l'énorme fanbase qui le suit, quoi. Moi, typiquement, si je vous parle de, je sais pas, de films d'enquête, les premiers qui vont sortir, ça va souvent être Zodiac, ça va souvent être Seven, et puis même, on va trouver vraiment limite des fanatiques autour de ces films-là, à dire que ça, c'est vraiment incroyable, parce que si, parce que ça, ce sera jamais fait, nanana. Et au final, Prisoner, j'en ai pas vraiment entendu parler, quoi. Peut-être parce que j'étais pas forcément aussi enclin à regarder des films à l'époque que je le suis maintenant, mais c'est pas quelque chose que j'ai entendu, en fait. Genre, typiquement, on va me parler d'un film genre Casablanca, je sais pas ce qui se passe dedans, enfin, je sais pas ce qui se passe dedans, je l'ai pas vu, mais je sais qu'il existe. Parce que, voilà, il y a toute une fanbase derrière, il y a tous ces gens qui disent « Oh, ça c'est incroyable, c'est un film culte, faut que tu regardes, nanana, tu vois. » Et du coup, pour moi, c'est pour ça que... Enfin, c'est ce qui fait vraiment qu'un film est culte, en fait. C'est essentiellement sa fanbase, tout ce qui est autour et toutes les réactions qu'ont les gens vis-à-vis de ce film-là. Et vis-à-vis de Prisoners, bah, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti, même en étant en dehors de ce cadre-là. Alors que pour certains autres films, ça va être le cas, quoi. Ok. Et toi, Charles, un point de vue? Ouais, bah, je rejoins Ben là-dessus. Hein, c'est à partir du moment où il y a une fanbase, ça devient culte.
je ne doute pas qu'il y ait en fait un critère de cultness, on va appeler ça comme ça, par personne, et du coup c'est purement subjectif. Mais pour le coup, tant que t'as pas la fanbase et que t'as pas la notoriété qui va avec, t'en entends pas parler à un niveau de Star Wars ou un niveau du 5e élément, qui font que en fait, t'en entends parler, et même sans l'avoir vu, tu connais certaines répliques, certains trucs. C'est ça qui fait pour moi que c'est culte. Là, en l'occurrence, du fait de son caractère très sérieux et dans son public un peu trop ciblé, bah, ça pourrait pas en faire un film culte. Ça en fait un très bon film, mais pas un film culte. Yes. Jean, un mot de la fin sur le thème. Eh bien, vous avez tous raison. Incroyable. Il veut pas qu'on s'engueule, il est mignon. Non, mais, Merci si vous beaucoup. voulez, j'ai un petit exemple pour définir un film culte, pour revenir à l'exemple que je vous ai parlé tout à l'heure de ce festival où il discutait du statut de film culte. Pour Bertrand Blier, l'exemple type c'était C'est arrivé près de chez vous, qui est sorti en 92 et qui était relativement novateur à l'époque et qui était, on va dire, assez expérimental et qui n'a pas plu tout de suite au public et qui a plu beaucoup bien après en fait. Tout à Donc voilà. fait. Et je pense que ça rejoint aussi l'exemple de. Enfin, le critère qu'a donné Ben, je suis pas sûr que celui que tu viens de citer est vraiment une fanbase énorme. Et Non. c'est connu, mais pas par tout le monde. Et c'est vrai qu'il a un statut de culte malgré tout. Donc c'est vrai que les Parce qu'il critères. a marqué en fait, son sont... époque quand même. Ouais, Malgré voilà. ça. Mais les critères sont assez variables, quoi. Faut que ça ait marqué, du coup, les gens qui sont dans la sphère de réalisation, peut-être. Plus que du public. Ou les deux à la Peut-être. fois. Parce qu'on peut dire aussi qu'un film devient culte du moment où il est référencé dans d'autres films. Bien vu. Voilà. Effectivement. Maintenant qu'on a parlé du culte au cinéma, on va parler du culte dans la vraie vie. Donc on va plutôt parler de religion, effectivement. Et pour ça, Charles, il me semble que tu as des choses à dire. Il Ouais. était prêtre dans une vie passée, du coup. Frère Charles, Père Charles, Ouais. pardon. Frère Charles, d'ailleurs. Ouais. Moi, c'est chez lui que je me confesse, hein, je sais pas vous, mais... Non, je vais essayer de faire court parce qu'en fait, si vous regardez bien, et ceux qui l'ont vu et ceux qui le verront s'en rendront compte assez vite, mais la religion, c'est une des thématiques qui est le plus abordée dans le film, et surtout dès le début, où au moment de chasser la biche, on entend Hugh Jackman qui récite cette prière et je sais plus si c'est Je vous salue ou si c'est le Je vous salue Marie. Ouais, exact. Ok, Ouais. donc on a Hugh Jackman qui introduit cette scène avec des paroles religieuses et ça met directement dans l'ambiance. Je vais pas parler de ça, je vais plutôt parler d'un avis personnel et d'un personnage de l'histoire que j'ai fortement apprécié et dont en fait j'ai fait une interprétation personnelle. Et pour introduire en fait ça, je vais faire comme Jean, je vais poser une question, mais pas aux membres de mon groupe, ils pourront y répondre, mais c'est plus aux gens dans les commentaires si vous voulez y répondre. C'est en fait le statut de Jake Gyllenhaal, donc Loki dans le film. Est-ce qu'il peut être considéré comme un simple croyant ou comme en fait une divinité ? Je vais m'expliquer. En fait, il faut savoir que dans le film, il y a énormément de symboles qui touchent à la religion, et notamment en fait le prénom de Loki. Loki, c'est pas la religion, mais dans la mythologie nordique, en fait, c'est le dieu de la malice, c'est le fils d'Odin et le frère de Thor. Moi, ce que j'ai interprété, selon moi, comme des signes, c'est qu'en fait, partout sur son corps, donc dans un premier temps, partout sur son corps, il a des tatouages qui reflètent en fait la religion, les croyances nordiques. Il y a le symbole du labyrinthe qu'il a tatoué sur les doigts, un symbole qu'on reverra bien plus tard dans le film et tout au long du film d'ailleurs. Mais il y a toute cette symbolique de croyance qui fait que en fait, on pourrait croire que la personne est omnisciente et qu'en fait, il a réponse à tout. On a une petite ligne de commentaire, une petite ligne de dialogue à un moment qui dit en fait l'inspecteur il est tellement fort que il a jamais raté une seule enquête. Et ça laisse sous-entendre qu'en fait le mec, à force de persévérer, il a un don, un certain pouvoir pour résoudre une enquête. Et ça laisse un peu sous-entendre que peut-être ça va bien se passer à la fin. Moi, j'ai interprété d'autres signes. Et c'était super intéressant, j'ai regardé une vidéo qui en parlait, c'est le signe du sifflet. Parce qu'en fait, on parle de la perte de foi dans tout le film, où en fait, Keller, tout au long du film, il prie, mais au bout d'un moment, à force il ne peut plus s'en remettre à Dieu, et il est obligé d'agir par lui-même pour retrouver sa fille.
Et en fait, ce sifflet-là, bah, c'est comme une symbolique de retour de foi. C'est-à-dire qu'en fait, sans rentrer dans trop de détails, mais au moment où en fait il va, une personne va s'en servir, bah, l'inspecteur va être dans la scène d'après. En fait, il y a toujours une symbolique autour de ça où Jake Gyllenhaal, Loki, pardon, arrive au bon moment. Il arrive toujours au bon moment. Il arrive au bon moment pour sauver, et j'ai perdu son nom, Alex, des mains de Keller parce que ça allait mal se passer. Donc il y a toujours cette symbolique. Oui, c'est un peu du spoil, mais pas trop. Mais il y a toujours cette symbolique de se dire, bah, il arrive au bon moment, il est toujours là dans les bons coups. Il y a un autre élément qui est super intéressant, et ça, je l'avais pas perçu comme ça, mais Loki étant le fils de Odin, on peut interpréter différemment une des dernières scènes où, en fait... j'ai pas envie de rentrer dans les détails, parce que ça pourrait spoil énormément, mais en fait, où il est blessé à un œil, et en fait, ça fait le parallèle avec la mythologie nordique, où en fait, on apprend que Odin a sacrifié un œil pour la sagesse ou la connaissance. Et que en fait, quand on voit Jake Gyllenhaal perdre un œil entre grosses guillemets, on peut imaginer qu'en fait ça fait un parallèle avec cette légende nordique. Donc voilà. Donc moi c'est ce qui me fait imaginer qu'en fait ce personnage-là est une sorte de divinité sans en être une, parce qu'il s'en rend pas forcément compte. Mais voilà. Donc à vous de me dire ce que vous en avez pensé. Ouais, une sorte de croisement entre pas mal de religions au final, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Très bien, très bien. Alors moi très j'ai bien. un élément purement laïque pour la dernière scène du film avec le sifflet. Oh là là. Voilà. En fait, c'est basé sur leur personnalité profonde de ces personnages. Loki, par exemple, se sert beaucoup de son instinct pour réaliser ses enquêtes. On le voit dans le film. À un moment, il se dit bien qu'il y a un problème avec le mec à lunettes. Je pas trop. J'ai oublié son nom. Je suis désolé. Le nom du personnage. Et Alex. Qui est dans Alex, merci. Il veut le garder, mais ses supérieurs ne veulent pas, etc. Et en fait, quand il a en fait l'opposition de quelque chose de rationnel, à savoir, l'administration, ça n'avance pas dans son enquête. Et quand il croit à son instinct, ça avance. Et à l'opposé, le père de la fille, il croit, lui, il a une persévérance qui est à un niveau quand même très très élevé pour faire les choses qu'il fait. Et en fait, c'est cette persévérance qui va le maintenir jusqu'à la fin. Et c'est aussi cet instinct qui va permettre le tout dernier regard que fait Loki. Ça va, t'es Voilà. pas rentré dans les détails. Mais c'est vrai qu'il y a un questionnement, mais ouais, la religion est perçue différemment sur le personnage de Keller, parce que c'est vrai que lui, il est très très religieux, et ça rejoint un peu l'idée de ce que disait Charles sur Loki. Mais lui, c'est dans un autre sens, et lui, tu sens qu'aussi il a vécu des choses, et il le répète à Loki. On ne dira pas quand c'est répété par Loki aussi, qui lui répète cette phrase-là. Et à un moment, il lui dit priez pour le meilleur et préparez-vous au pire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un questionnement à la fois religieux, et ce questionnement et cette ambivalence, ça se reflète aussi sur les personnalités tout au long du film, sur des personnages principaux, je trouve. Donc voilà, on a pu parler effectivement de tout ce qui touchait les croyances. On va revenir sur un sujet un peu plus terre à terre maintenant, et plus en rapport avec notre réalité à nous. On va vous parler donc du rapport qu'a le film Prisoners avec les autres films d'enquête, tout simplement. Donc on va diviser ça en deux parties. D'abord les enquêtes un peu en général, et ensuite les enquêtes qui sont principalement sur les tueurs en série et les pédophiles. Pour la première partie, donc au niveau enquête générale, ce que j'ai pu en retirer, c'est que Prisoners, du coup, il vient se frotter à des piliers comme Usual Suspect ou Shutter Island, puisqu'on est effectivement dans cette même approche, en fait, où on a un inspecteur qui va devoir résoudre en fait une affaire, tout simplement. En sachant que Usual Suspect a une manière bien précise de tourner la chose, hein, c'est encore un autre délire. C'est pour ça aussi d'ailleurs que ce film a atteint un statut culte, encore une fois. Shutter Island, c'est pareil.
Mais Prisoners, justement, lui, il a pas à rougir de sa façon de raconter les histoires, puisqu'on a cette double vision au niveau du film, donc celle du père qui cherche sa fille, Keller Jones, et du détective, où on va avoir deux façons de faire, en fait, pour retrouver un enfant perdu, avec peut-être une meilleure qu'une autre, on ne sait pas. Mais voilà, et surtout un côté très humain, et on est loin des stéréotypes qu'on a pu avoir avec les Taken, ou tous ces films justement ultra jouissifs d'un certain côté, mais aussi ultra rêvés quoi, pour nous, la plèbe que nous sommes. Et justement, Denis Villeneuve, avec Keller Jones, nous ramène un peu à la réalité et au fait que on est juste des hommes, et bon, quand on perd un être cher, on va tout mettre en œuvre justement pour le retrouver, et ça inclut le fait que nous-mêmes on commence à sombrer un peu plus dans la folie, et on commence à commettre des actes qui peuvent être parfois plus que questionnables, on va dire. Mais voilà, non, de ce côté-là justement, je trouve que Prisoners il se démarque vachement des autres films d'enquête qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et c'est pas plus mal, puisque justement, une fois qu'on a terminé de le regarder, ça va pas être comme si on avait vu un énième film d'enquête. C'est Prisoners, il a sa façon de raconter l'histoire, et c'est quelque chose qui colle à la réalité, bien que ce soit ultra sombre, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment excellent. Ben, je vais te laisser la parole quand même, histoire que tu puisses... Ouais, bien sûr. Moi, typiquement, j'ai trouvé le film très très bon, et je vais pas non plus dire que c'est quelque chose que j'ai vu qui était, unique. Il est dans le fait que pour moi, s'il est unique, en fait, il va l'être dans le sens où moi, il regroupe pour moi ce que j'appelle les trois sous-genres du polar. C'est-à-dire à la fois le film de gangster, à la fois le film de détective, et puis à la fois et à la fois le film noir en fait. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que avec cette dualité des personnages entre Keller et Loki, on a déjà moi ce qui me plaît déjà dans le cinéma policier, c'est-à-dire le détective un peu edgy, qui a déjà des problèmes à lui, qui est solitaire, qui vit sur ses instincts, et qui a ses problèmes de colère, un peu comme on va le trouver dans par exemple dans Seven, et en même temps quelqu'un qui va devenir, pas fou, mais qui va avoir vraiment des gros changements émotionnels vis-à-vis de la situation qui est en train de se passer, donc ça va être du coup Keller que moi j'ai adoré appeler Joël tout le long du film. C'est vrai qu'il y a une vraie vibe Joël, hein, c'est voilà, incroyable. Voilà. On est d'accord qu'il y a un moment, là, il saisit un marteau et je me dis ah ouais. Ouais, le gars est vraiment. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment plutôt pas mal. À côté de ça, il y a aussi toujours le même problème que je retrouve dans les films du type, c'est que le vrai problème que j'ai rencontré dans ce film-là, c'est que j'ai pas réussi à faire moi mon enquête tout le long du film. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire que, typiquement, les éléments de dénouement qu'on va récupérer à la fin, donc quand Loki, par exemple, il va faire une corrélation entre la personne qu'il a trouvée avec un médaillon et la photo qu'il a eue. Alors ça, c'est des trucs, tu vois, pour moi, ils sont arrivés beaucoup trop tard dans le film, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Oui, oui. J'ai besoin d'être aussi un peu l'enquêteur. Et c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé dans ce film, malheureusement. Même si ça reste une grosse enquête qui m'a tenu en haleine, qui, comme on aurait pu le faire, je sais pas, qu'est-ce que j'aime en termes d'enquête, par exemple la série Luther, voilà, j'adore. Aïe, aïe. Voilà. Comme ça aurait pu être dans Seven, qui est pour moi mon film policier préféré, dans tous les cas, je sais pas pour vous, hein, donc c'est libre débat. Mais voilà, il y avait toujours ce petit truc-là qui manquait et qui ferait que, justement, ça pourrait, moi, à mon sens, devenir un film culte, mais voilà. Après, je sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, il implique pas assez le spectateur, quoi, pour toi. Il t'implique, mais pour moi, un film policier, il doit pas juste prendre à la gorge, il doit aussi te faire cogiter. Mais là, vis-à-vis des éléments de dénouement qu'on a à la fin, à part au moment où Alex te dit certains trucs, c'est très très compliqué de se dire... Ok, peut-être que la vérité, elle est ailleurs, pour pas citer X-Files, tout ça. La vérité. C'est très très dur de se dire que, voilà, il y avait cet élément-là au début du film que j'aurais pu saisir, en fait. Pour moi, en fait, tout se passe dans les 30 dernières minutes du film, et c'est ce qui me dérange un peu, en fait. C'est ce qui me dérange un peu. J'avoue que, effectivement, maintenant que t'en parles, ça
Ça pourrait me déranger maintenant que je le revois. Mais après, j'ai aussi cette notion de... J'ai passé 1 heure, enfin la première heure du film à me demander en fait si Keller il était pas juste taré quoi. Justement par cette religion. Enfin, disons qu'avec tout ce qui se passe à l'écran, enfin, il y a des événements qui se passent, il y a que lui qui les voit. Quand il en parle aux autres, ils sont là, ils disent mais t'es ma boule. Personne n'a entendu, n'a vu ce que t'as vu. Et du coup, tu commences à te poser des questions justement là-dessus. Tu sais plus si c'est des visions qu'il est en train de voir et si c'est lui qui est en fait le méchant, le taré. Et que si ça se trouve, en fait, il est juste schizo, il a enlevé sa propre fille. Ou alors c'est vraiment ce qui se passe et puis du coup, il a raison, mais personne ne veut le croire, quoi. Et du coup, voilà, cet aspect que t'as énoncé, je l'ai pas trop vu parce que j'étais trop plongé là-dedans, quoi. Alors, sur ce point-là aussi, je suis d'accord, mais typiquement, comme un peu l'inspecteur Loki, cette pensée-là, vraiment, comment dire, bien nourrie, on l'a qu'à la fin, en fait. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment, il y a une enfant qui dit, bah, t'étais là, t'étais juste à côté de nous, et il court. Oui, et là, Loki, il se dit, ah, mais c'est un fou furieux, en fait. Ah, c'est ça, attends. Ouais. Voilà, tu vois, mais cette pensée nourrie-là, elle arrive qu'à ce moment-là, en fait, tu vois. Alors que si tu peux enfin moi je comprends tout ce qui s'est passé dans la tête de Keller, j'allais dire parce que j'ai des enfants, rien à voir. Parce que voilà, le perdre ton gosse, perdre ton amour, voilà, forcément ça va te forcer à avoir une direction très différente dans ton cerveau. Donc je peux comprendre qu'il soit allé à l'extrême, en fait, je le comprends totalement. Mais genre juste si on avait vraiment voulu nourrir l'idée que Keller il soit dans Split et qu'en fait ce soit lui qui ait fait n'importe quoi, enfin, tu vois, ça aurait dû se faire plus tôt, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, d'accord. Sans vouloir faire le scénariste, hein, ok, je ne rédige aucun script, les gars, je suis pas meilleur que Villeneuve. Non, mais on a compris, oui, c'est juste mon avis. Tu te mets au-dessus de Villeneuve, y a aucun problème. Ouais, mais bien sûr. Et au-dessus de Gaspard Noé aussi, parce que moi, si tu veux faire du sale, on va faire du sale ensemble. Oh. Non, mais voilà. Enfin, c'est juste mon avis. Ouais, bah excellent. Très bien. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les thématiques qu'on voulait aborder sur le film. Et donc on peut faire un tour de table. Ouais, on va faire un petit tour de table. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Ben ? Même si t'as déjà pu en parler un petit peu. C'est un film que j'ai vraiment adoré. Et la seule dimension qu'imaginais, bon, c'est celle que j'ai énoncée. Hein. Et au-delà de ça, oui, je trouve ça même con, entre parenthèses, qu'il n'y ait pas eu plus de bruit là-dessus, quoique j'en ai pas entendu parler, qu'il y ait personne qui soit venu me dire putain, il faut que tu regardes Prisoner, ça c'est une histoire de fou, parce que c'est un truc que je conseille à fond, en fait. Peut-être parce que déjà je fais une petite apologie du Jackman et Jake Gyllenhaal, déjà dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais c'est fait, voilà. Et ensuite, je pense que, franchement, honnêtement, rien que le personnage du Hugh Jackman dans le film, c'est, Ouais, non, le film est excellent. Franchement, le film est vraiment excellent. Voilà, la seule dimension qui m'a gêné, moi je vous l'ai dite, et sinon, franchement, je recommande totalement, quoi. Je recommande à fond. Et toi, Jean, alors, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ben, moi j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les films thriller, un peu enquête. Encore plus quand c'est sur des pédophiles. C'est peut-être une fixation un peu bizarre. Terrible. Mais en tout cas, voilà, si t'as aimé Keller, si t'as aimé le personnage de Keller, Ben, je peux que te recommander à toi et aux auditeurs le film Contre-enquête de Franck Mancuso, qui est un film français avec Jean Dujardin, qui est exceptionnel, très mal noté sur Télérama, mais les écoutez pas, ils savent pas juger des bons films. C'est nous les critiques maintenant, les gars, bien c'est sûr. nous les critiques, c'est pas Télérama, c'est nous qu'il faut écouter, les gars. C'est nous les boss, et on vous le dit, Contre-enquête Prisoners, c'est validé, surtout Prisoners. Ouais, toi Charles, qu'est-ce que t'as pensé du film du coup ? Bah, je rejoins Ben toujours, hein, parce que c'est un peu mon modèle. Non, non, j'ai adoré le film, mais en fait, mon âme d'enquêteur a pas pu enquêter et j'ai un peu subi l'enquête de l'inspecteur. Mais bon, comme c'était Jake Gyllenhaal, je l'ai suivi avec plaisir, donc moi je valide le film. Très bien. Et donc, Marvin, qu'est-ce que tu as pensé du film, toi ? Nul. Non, je rigole. On va te retrouver, Marvin. Toi et moi, on fait le même métier. On va t'en faire à la salle de bain, Marvin. De tous les films que j'ai vus, moi, pour l'instant, de Denis Villeneuve, il n'y en a pas un seul que j'ai pas aimé. C'est sûrement mon second préféré, et
Sicario en tête, je pense. Donc franchement bien cool. Après moi j'ai pas eu ce problème parce que peut-être que je fais pas la gymnastique mentale que vous faites de chercher toujours les éléments dans les films d'enquête. Je suis peut-être trop feignant pour faire ça, mais c'est pas un truc qui m'a forcément gêné. Et je me dis que d'un autre côté que ça peut être aussi un ressort narratif et un ressort de réalisation et dans l'idée qu'on serait aussi mal mené que les personnages principaux et donc on n'aurait vraiment aucune piste sur quoi que ce soit. Après, je pense que mon interprétation est peut-être un peu bancale et j'essaie de justifier un truc qui pourrait être mieux fait. Je sais pas. Mais moi, Denis Villeneuve, 2000%, même Blade Runner 2049, 2000%, et Dune qu'on attend tous, je crois, dans le groupe. Donc, Denis Villeneuve, validé. 1000%, regardez tout. Tout. Et toi, Thibaut? Bah moi du coup Prisoners, on l'a pas dit mais le film est quand même assez long, il fait 2h30 et j'avoue que je les ai pas vus passer du tout. Ouais, on les sent pas passer du tout pour le coup. Vraiment C'est pas. vrai que- J'étais du coup pendant 2h30 crispé sur mon siège. Faut savoir que le film il démarre super vite, vraiment je pensais pas qu'il allait rentrer dans le vif du sujet aussi rapidement. Moi d'ailleurs, ça m'a un peu désemparé. Hein. Ouais, c'est ça. J'étais pas prêt, gros. Allez, 10 minutes début de C'est l'enquête, ça, c'est bon les gars. J'étais encore en train de Exactement. prendre un coca et tout là. 10 minutes, j'étais en train de tirer mon popcorn et puis là, on a l'élément déclencheur. Je fais ah non, j'ai plus faim du coup, c'est chiant. Mais non, excellent, vraiment, du début à la fin. En plus, vous l'avez dit, Hugh Jackman, Jack Gyllenhaal, je voue un culte aussi à ces hommes-là. Hein, donc vraiment, allez-y. Si vous avez pas peur des scènes un petit peu violentes quand même, parce qu'il y a des moments, c'est un peu dur psychologiquement quand même. Ça va, ça va. Oui, on aime la écoute- violence, nous. on Oui, t'a bon. dit. Voilà, c'est juste pour prévenir quand même. Parce qu'on reste. D'ailleurs, je crois que le film est R hein, aux États-Unis. Voilà, pour vous donner une idée. Du coup, voilà, c'était notre avis sur Prisoners ainsi que les différents thèmes qu'on a pu éplucher pour vous. Avant de vous quitter, on vous fait un petit rappel au niveau des réseaux sociaux. Si ce n'est pas déjà fait, on est sur Twitter, on est sur Instagram, on poste des superbes photos, des superbes infos. On est sur Facebook, on est partout. Donc, vous n'avez aucune raison de pas nous suivre. Et puis, venez nous parler, on est gentil, on vous répond, on vous fait des bisous, vraiment, n'hésitez pas. Du coup, vous l'aurez compris, ce film, on l'a tous particulièrement aimé, vraiment, on l'a adoré même, je pense qu'on peut le dire. Et du coup, en attendant le mois prochain, on vous fait des bisous à tous, prenez soin de vous, et surtout, n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de regarder des films. La bise. Bisous.